Bonjour à toutes et à tous. Ravie de vous accueillir à la première édition des webinaires agro-organiques de Fraissinet. Donc ce jour, je me présente brièvement, Marie-Emmanuelle Saint-Macary, docteur en physiologie végétale, spécialiste des produits de stimulation en agriculture et en charge de l'innovation et de l'expérimentation chez Fraissinet. Pour ce webinaire, je suis accompagnée de Quentin Protsenko, mon collègue, donc en charge de la réglementation et des normes chez Fraissinet, également président d'ECOFI, le syndicat européen des fertilisants organiques. Bonjour à toutes et à tous. Donc, comme vous le savez, en 2020, Fraissinet a fêté ses 150 ans. Symboliquement, il a été décidé que Fraissinet dédie cette année à la biostimulation. Dans ce contexte très particulier et compliqué de Covid cette année, nous avons décidé de développer un nouveau format de webinaire nommé webinaire agro-organique, spécifique à Fraissinet, avec plusieurs rendez-vous par an. Pour commencer, tout d'abord, un sujet crucial et d'actualité qui est la réglementation des biosolutions. Comprendre biosolutions, biocontrôle et produits de stimulation, donc biostimulants. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir avec nous le docteur Patrice Marchand, docteur en chimie organique, coordinateur des intrants à l'Institut technique de l'agriculture biologique et également en charge de leur inscription au niveau européen. Avec plus de 20 ans d'expérience dans la chimie analytique de l'environnement, il a un mandat d'expert à l'ANSES pour ces substances. Qui de mieux pour nous décrypter cette réglementation complexe entre biostimulants et biocontrôle. Donc, je laisse la main à Patrice Marchand pour sa belle présentation. Merci beaucoup. Voilà, je partage mon écran avec vous. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, ces stimulations peuvent être à l'origine et intéressantes dans la lutte contre les agressions. On a deux types d'agressions qui viennent de l'environnement, sécheresse, chaleur, froid, salinité et pH, donc des biostimulants abiotiques. Et on a des agressions biotiques qui viennent de bioagresseurs, insectes, champignons, bactéries, virus, nématodes. Et dans ce cadre-là, on appelle ça du biocontrôle, puisque ce sont des agressions biotiques. On va commencer par les biostimulants. La définition est relativement simple. C'est un produit, une substance qui stimule les processus de nutrition des végétaux, indépendamment des éléments nutritifs qu'il contient, dans le but donc de biostimuler les plantes, les végétaux et par l'intermédiaire de la rhizosphère. Donc, on a 4 critères. L'efficacité d'utilisation des éléments nutritifs avec une même quantité, la tolérance aux différents stress abiotiques, thermiques, froid, chaud, on l'a vu, stress hydrique et stress salin. Le troisième point est l'amélioration des caractéristiques qualitatives. Et enfin, la disponibilité des éléments nutritifs confinés dans le sol à proximité des racines dans la rhizosphère. Ces définitions sont les mêmes, qu'elles soient au niveau européen et au niveau français, bien entendu. Lorsqu'on parle de biocontrôle, on est donc dans la gestion des populations et des bioagresseurs, stress biotique, et globalement, on essaye plutôt de gérer des équilibres plutôt que de limiter ou éradiquer la présence de l'agresseur. Et puis parfois, ils peuvent même être complètement délocalisés des cultures par l'utilisation de pièges, de trappes, etc. et d'autres méthodes dans lesquelles les produits de biocontrôle interviennent et parfois même, si on prend le cas des trappes, quelques produits chimiques dans le cas spécifique des attractants. Effectivement, ces deux réglementations sont en parallèle, mais comme vous le voyez, il y a un mur assez important entre les deux, ce qui n'empêche pas la possibilité réglementaire d'avoir une même substance autorisée, approuvée dans les deux catégories à terme, moyennant effectivement tout le travail réglementaire. À droite, nous avons donc les stimulants biotiques qui sont englobés dans la protection des plantes. Nous verrons effectivement une partie de ces substances, en particulier les substances de base, mais ça peut aller jusqu'aux substances chimiques qu'on a mis
en rouge la PPP dans les trappes, comme par exemple l'ondacielotrine et deltamétrine. Et puis sur la gauche, nous avons le futur règlement 2019, mais qui entrera en vigueur en 2022, concernant plus généralement les engrais, des fertilisants, les amendements, et plus spécifiquement les biostimulants abiotiques qui sont décrits par l'article 47, qui effectivement pose aussi la limite et la différence entre ces biostimulants abiotiques et ceux qui sont dans le règlement phytosanitaire 1107. En dessous, vous voyez que la totalité de ces substances en protection abiotique et biotique peuvent être utilisables en agriculture biologique. Et nous verrons quelques détails, en particulier si on prend cette catégorie de gauche de fertilisants. Effectivement, tout ce qui est fertilisants minéraux sont interdits en agriculture biologique. Ici, nous avons un tableau un peu compliqué, je l'avoue, mais qui regroupe le biocontrôle, la protection phytosanitaire, tout ce qui est intégré dans ce qu'on appelle la protection biologique intégrée, avec les macro-organismes, les méthodes physiques, la prophylaxie, la génétique, pour aller un peu plus loin. Et au milieu, nous avons tout ce qui est substances naturelles, micro-organismes, correspondant au biocontrôle. Ici, nous avons ce qu'on appelle les stimulateurs de défense des plantes. Et puis, nous avons la décomposition des substances naturelles en origine microbienne, végétale, minérale et animale. À droite, ici c'est un peu inversé, effectivement, nous avons le pendant pour la fertilisation et les biostimulants correspondant au règlement européen. Au niveau européen, effectivement, nous distinguons donc la partie abiotique regroupant amendements, supports de culture, engrais et biostimulants, fertilizers et MFSC en français. Et par contre, la partie biotique est décomposée ici sous forme d'un panel correspondant au risque, avec celles qui présentent a priori le moins de risque, les substances de base, puis les substances à faible risque, les substances classiques, candidates à la substitution, et les substances exclues que vous connaissez tous. L'ensemble de ces activités et de ces produits est compris englobé par la réglementation agriculture biologique, qui est effectivement peut comprendre des solutions et des produits dans toutes les cases, y compris les substances exclues, si on prend par exemple le cas de la roténone. Le cas un peu particulier des substances de base fait apparaître leur absence d'autorisation de mise sur le marché, donc il n'y a pas de produits de protection des plantes issus de ces substances de base, alors qu'il y en a dans toutes les catégories, substances faible risque, classiques, candidats à la substitution, et il y en avait dans les substances exclues. Au niveau français, on rajoute une couche supplémentaire, que sont les préparations naturelles peu préoccupantes, que l'on en va, qui partent des biostimulants abiotiques qui se terminent aux biostimulants biotiques, aux substances de base. Et puis nous avons toute cette liste de biocontrôles, typiquement franco-française, qui correspond à des substances à faible risque classiques et a priori peu de candidats à la substitution. On retrouve aussi la surcouche agriculture biologique, utilisable en agriculture biologique avec le sigle spécifique, qui s'applique aux préparations naturelles préoccupantes et aussi à la liste de biocontrôle. Effectivement, vous pouvez considérer et constater qu'un certain nombre de produits qui sont dans la liste de biocontrôle ne sont pas autorisés en agriculture biologique. Ça pourra faire l'objet de réponses à des questions ultérieures. Et pour l'instant, quasiment tous les PNPP, toutes les préparations naturelles peu préoccupantes, soit en biostimulants, soit en substances de base, sont autorisées en agriculture biologique. Ici, on voit que, à part certaines catégories très spécifiques que sont les médiateurs chimiques, qui font partie du domaine de la protection des plantes, et les macro-organismes qui ne font pas partie de la protection des plantes, les substances naturelles et les micro-organismes peuvent, de par leur origine, avoir les deux effets et être enregistrés dans les deux statuts, fertilisation biostimulant à gauche, produits de biocontrôle, produits de protection des cultures et des plantes à droite. Donc ces substances naturelles et ces micro-organismes
peuvent avoir une même origine, voire être très similaires, mais à obtenir les deux statuts à l'issue de la partie homologation. Et puis on retrouve aussi dans les biostimulants un certain nombre de substances non naturelles, exogènes, qui peuvent être, elles, d'origine chimique. Ici, on a le détail d'un certain nombre de substances. Donc les substances naturelles peuvent être d'origine de plantes, d'algues, peuvent avoir des origines micro-organismes, des propriétés spécifiques soit de mélange d'hydrolysats, soit des aminoacides, les acides humiques et fulviques, et puis les sels inorganiques. On verra après les détails pour ce qui est de la partie agriculture biologique. Pour ce qui est des micro-organismes, effectivement, on retrouve des bactéries, des champignons et des virus atténués, qui sont globalement tous autorisés en agriculture biologique. Et puis dans les substances non naturelles, on a des phytohormones, on a des produits, des vitamines, etc. Si l'on prend le cas spécifique français des préparations naturelles peu préoccupantes, PNPP, on voit qu'elles sont tantôt biostimulants, donc substances naturelles à usage biostimulant du côté gauche, tantôt substances de base, protection des plantes, côté droit. Et effectivement, pour l'instant, comme elles ne donnent pas lieu à des autorisations de mise sur le marché, ne donnent pas lieu à des produits de protection des plantes, elles ne sont donc pas inscrites dans la liste de biocontrôle, puisque c'est la liste des produits de biocontrôle. Et globalement, la quasi-totalité de ces subnubes et de ces substances de base sont autorisées en agriculture biologique ou le seront à terme. Revenons maintenant sur les biostimulants biotiques qui font partie du biocontrôle, qui apparaissent dans la liste du biocontrôle. On retrouve des stimulateurs de défense des plantes, ou SDP. Vous pouvez aussi trouver le nom stimulateur des défenses naturelles, SDN, le terme étant en perte de vitesse, ou éliciteur, renforceur des plantes. Et donc, toutes ces choses-là sont des produits de protection des plantes avec des approbations communautaires en phyto et des AMM. Et puis, la plupart sont aussi autorisés en agriculture biologique. On va voir les produits maintenant. Donc, ceux qui sont avec des autorisations peuvent être soit des stimulateurs de défense des plantes. On en a ici d'origine végétale, algues, extraits de plantes, etc., voire animal pour ce qui est du Kosoga, parce que une partie qui vient du crustacé. Vous retrouvez les noms commerciaux. Ceux-là sont autorisés en agriculture biologique. Vous avez ceux d'origine minérale, phosphonate de disodium et de potassium, qui, eux, ne sont pas autorisés en agriculture biologique. Et vous avez ceux d'origine microbienne, comme la cérévisane, qui a été récemment autorisée en agriculture biologique. Si l'on prend la partie plus phyto-traditionnelle, vous avez quelques insecticides et fongicides qui sont autorisés en agriculture biologique, comme les pyréthrines, l'huile de clou de girofle, l'huile essentielle d'orange, et puis les mélanges eugénol, géranol. Et ceux qui ont, par leur action herbicide, comme l'acide perlargonique, ne sont pas autorisés en agriculture biologique. Ici, on retrouve dans la partie PPP l'hydrogénocarbonate de potassium qui est autorisé en agriculture biologique et, comme je l'ai dit tout à l'heure, les phosphonates ne le sont pas au jour d'aujourd'hui. Elles ne le seront pas visiblement. Ensuite, on retrouve ces substances phyto d'origine microbienne qui font quasiment toute partie de la famille des spinosines, tels que le spinosad. Alors celui-là, le spinosad, il est agriculture bio, alors que d'autres ne le sont pas. En ce qui concerne les micro-organismes d'origine, on l'a vu, bactérienne, fongique ou virale, elles sont toutes, sauf s'il y avait un jour des micro-organismes qui étaient d'origine OGM, elles sont toutes autorisées en agriculture bio d'office et directement dès leur obtention d'autorisation de mise sur le marché. Et elles apparaissent dans le guide des intrants que produit l'ITAB et l'INAO en parallèle avec l'ANSES. Pour ce qui est, revenons à nos biostimulants,
abiotiques cette fois-ci. Elles apparaissent comme étant dans la catégorie des fertilisants, matières fertilisantes support de culture. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, elles sont quasiment toutes UAB, sauf toute la partie minérale qui est totalement interdite en fertilisation. Et à terme, il faudra aussi qualifier au niveau agriculture biologique cette partie biostimulant, parce que pour l'instant, ce n'est pas encore fait. Donc, ça sera sans doute un travail à faire pour l'ITA. Nous avons donc ces biostimulants avec des autorisations de mise sur le marché. Nous avons tout un tas de protéines, peptides, aminoacides qui sont autorisés en bio. Là, vous avez les exemples de produits. Vous avez les extraits de plantes et d'algues qui sont aussi autorisés en agriculture biologique. Pour l'instant, les acides humiques ne le sont pas, mais elles pourraient l'être. Et évidemment, comme je le répétais tout à l'heure, tout ce qui est d'origine minérale, en particulier ces sels inorganiques, ne sont pas autorisés en agriculture biologique. Et en parallèle de ce qu'on a vu sur la partie phytosanitaire, tous les micro-organismes sont d'office autorisés en biostimulation au niveau de l'agriculture biologique. Je repasse la parole à Marie-Emmanuelle. Alors, pour récapituler, on y va pas à pas. Donc, ce qu'il faut retenir de cette première partie, qui est très claire, c'est que on parle de produits dans tous les cas. Tous les produits sont soumis donc à AMM. Là, dans le cas des produits de protection des plantes, il s'agit en particulier des produits de biocontrôle. Il y a une liste biocontrôle typiquement et uniquement française, parmi lesquels existent des stimulants qu'on appelle les stimulateurs de défense des plantes ou naturels, anciennement, ou encore éliciteurs. Mais tous ces produits sont faits à partir de substances qui sont régies par un règlement européen. Donc là, c'est très clair, soumis à AMM pour la protection des plantes. Nous avons la même chose pour le côté abiotique, donc les stress abiotiques, environnementaux. On a une réglementation qui, cette fois, est française. Par contre, à ce jour, quand il s'agit de produits, on doit avoir une AMM, donc une autorisation de mise sur le marché. On appelle ça d'ailleurs des produits biostimulants. Je parle bien de produits et pas de substances. Et on est dans la réglementation française des fertilisants, matières fertilisantes et supports de culture. Actuellement, tout est en pourparlers à l'Europe, puisque effectivement un règlement européen a été adopté. Il sera en application en 2022. Dans ce règlement, il y aura toutes les parties fertilisantes, donc amendements, supports de culture et engrais, mais également les biostimulants, où dans ce cas, il y aura effectivement une autorisation de mise sur le marché européenne qui se rapprochera actuellement de la réglementation produits phytosanitaires. Voilà. Donc, à retenir sur cette partie, c'est qu'effectivement, normalement, un produit doit avoir une AMM. Donc, pour les biostimulants, il y a une exception, si on peut appeler ça une exception, c'est-à-dire qu'on peut effectivement avoir une AMM biostimulant, donc un produit, et celui-ci peut être mélangé à un engrais sous norme et non pas avec une AMM. Donc, il existe des amendements, des supports des cultures et des engrais qui sont normés, donc NFU pour la France ou CE pour l'Europe, qui peuvent être mélangés avec un produit biostimulant qui a une AMM. Et dans ce cas-là, on va parler effectivement de produits en mélange. Donc, il y a une norme pour ça française. Et on parle souvent d'ailleurs de biostimulants nutritionnels. La plupart des biostimulants nutritionnels incluent effectivement un produit biostimulant avec une AMM. Donc, nous allons passer maintenant à une partie un petit peu plus complexe. Nous allons attaquer les substances. À toi, Patrice. Alors, si on prend le cas des substances telles qu'elles apparaissent dans la catégorie PNPP, préparation naturelle peu préoccupante, pour redire les choses, si elles sont biostimulantes, abiotiques, ce sont des SNUB, substances naturelles à usage biostimulant. Si elles ont des propriétés de protection des plantes, ce sont des substances de base. Et là,
elle se raccroche, je dirais, directement à la réglementation phytopharmaceutique européenne. Ça n'empêche pas à certaines substances, on va les voir tout à l'heure, d'être autorisées dans les deux catégories de PNPP, substances naturelles à usage biostimulant soluble et substances de base. C'est le cas de l'ortie, par exemple. Ces substances naturelles, ces PNPP, ces préparations naturelles peu préoccupantes, peuvent être des poudres de plantes, des décoctions, des macérations, des extraits végétaux fermentés ou carrément des jus de plantes directs. Ça, c'est ce qu'on appelle la préparation, l'autorisation de préparation à la ferme par tout moyen technique, ne faisant intervenir que des effets mécaniques et de l'eau à diverses températures, que ce soit des macérations à froid ou des décoctions à 100 degrés. Pour ce qui est des substances de base, donc là, on revient à la partie protection des plantes phytosanitaires. Tout se passe au niveau européen, puisque nous n'avons pas d'autorisation de mise sur le marché. Ce sont des substances actives utiles à la protection des cultures. Elles sont soumises à une procédure d'approbation, donc la fabrication et la soumission de dossiers d'autorisation. Elles sont sans AMM. Elles sont autorisées elles sont approuvées pour toute la zone euro sans limite et sans limite de zone de pays pour une durée illimitée. Mais elles peuvent être effectivement revues à la baisse, voire supprimées s'il y avait des soucis à terme, comme n'importe quelle autre substance active phytopharmaceutique. Elles ne peuvent être commercialisées comme produits phytopharmaceutiques, donc pas de PPP, pas de revendication, pas de prosélytisme phytosanitaire sur ces substances de base. Elles sont approuvées pour un ou plusieurs usages précis et restrictifs, c'est-à-dire qu'on ne peut pas déroger à ce tableau d'usage. Si on veut les augmenter, ces usages, il faut déposer des extensions d'usage, telles que se pratique sur la partie phytosanitaire, sauf qu'elles se gèrent au niveau de l'Europe, et elles se distinguent par leur mode d'action. Donc on retrouve des éliciteurs, des stimulateurs de défense des plantes, tels que la prêle, le chitosan, l'hydrochlorure. Nous avons des modificateurs physiologiques, tels que les sucres, qui n'ont pas forcément une aptitude spécifique à la défense des plantes telle qu'on peut le concevoir et l'observer. Et puis nous avons des modificateurs de pH et des barrières physiques, puisque la barrière physique, ce n'est pas un statut, mais c'est un mode d'action. Elles sont donc composées exclusivement de une ou plusieurs substances de base, donc on peut les mélanger entre elles lorsque les deux lignes d'usage sont équivalentes, c'est-à-dire l'espèce de couple culture pathogène. Elles sont donc en vente libre, sans certificat, pour ces usages définis par l'approbation européenne. Et il faut dans ce cas-là revenir au report review qui est sur la base pesticide européenne, puisqu'elles sont aussi inscrites sur la base pesticide européenne. Nous avons un site en France qui permet de savoir tout ça de façon un peu plus pratico-pratique et complètement en français. Il est interdit d'ajouter un adjuvant extemporané, ni un solvant, et encore moins un conservateur de nature chimique. Actuellement, il y a 23 substances de base autorisées, dont 21 sont autorisées en agriculture biologique. Voici ces substances par date d'approbation. Donc 3 ont été approuvées en 2014, la prêle, Equisetum arvense, l'hydrochlorure de chitosan, le sucre, saccharose, le sucre normal, l'hydroxyde de calcium, la lécithine, le vinaigre, l'extrait de saule, l'extrait d'écorce de saule, cortex écorce, le fructose, qui est un peu différent du sucre, et le bicarbonate de sodium. À ce stade,
pour ceux qui connaissent un peu, vous pouvez remarquer que certaines de ces substances, enfin, ça ne se voit pas ici, mais ont été déposées par des associations comme l'ITAB, ont été déposées, si on prend le cas du bicarbonate, par des États membres, et puis le chitosan, par exemple, par des entreprises. Donc, n'importe qui peut préparer, monter son dossier, soumettre son dossier et potentiellement obtenir l'approbation communautaire. Voilà les approbations pour 2015. Voilà les approbations pour 2016. Alors, vous avez vu précédemment, elles étaient toutes vert foncé parce qu'elles étaient autorisées en agriculture bio. Ici, vous découvrez 2 substances de base qui ne sont pas, pour l'instant, autorisées en agriculture bio, mais qui sont candidates, le charbon argileux et le tabac, pour sa partie phytosanitaire. Et vous voyez ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que l'ortie, l'extrait d'ortie, est non seulement substance de base dans ce tableau, approuvé en 2017, mais en plus substance naturelle à usage biostimulant. Donc il possède l'entièreté des 2 usages dans les 2 catégories. Là, vous voyez d'autres substances qui, graines de moutarde, pierre, chlorure de sodium, huile d'oignon, qui ont été approuvées au cours du temps. Plus récemment, donc en 2020, 3 substances qui sont autorisées en bio, la L-cystéine, le lait de vache et l'extrait d'oignon, dont le règlement d'exécution va tarder à apparaître. Et potentiellement, nous avons un 2e extrait de saule qui serait approuvé en 2021. Alors, vous pouvez vous étonner de voir que certains des derniers extraits sont déjà autorisés en agriculture bio et pas ceux qui étaient approuvés depuis 2017. C'est qu'effectivement, il y a un transfert automatique pour toutes les substances qui sont d'origine végétale ou animale et alimentaire, comme le lait de vache et l'extrait d'oignon. Donc, si lors de l'évaluation communautaire, l'EFSA conserve l'origine alimentaire, elle passe quasiment toute d'office en agriculture bio, ce qui sera le cas de l'extrait de saule, je peux imaginer. Donc seuls les minéraux sont traités à part et font l'objet d'une soumission de dossier pour l'inclusion en agriculture bio. Revenons donc à la partie biostimulants abiotiques, ces fameux SNUB. Donc ce sont des substances naturelles à usage biostimulant. Elles sont d'origine végétale, animale et minérale à l'exclusion des micro-organismes et non génétiquement modifiés. Obtenues par un procédé accessible par tout utilisateur final, on l'a vu tout à l'heure, eau, froid ou chaud, décoction, infusion, tisane, macération et pressage, tout ce qui est mécanique. Elles relèvent de la réglementation MFSC française. Elles sont soumises à une procédure d'évaluation pour ce qui est des substances qui vont arriver après la première liste qu'on va voir tout à l'heure. Et puis, elles ont été déclarées au départ sans effet sur la santé humaine et animale. Et par contre, des matières fertilisantes et des biostimulants, elles n'ont pas d'autorisation de mise sur le marché. Effectivement, en 2016, a été validée une liste initiale d'environ 200 plantes suite à un arrêté, un décret. Donc cette liste qui était parue en 2008 fait état d'un certain nombre de plantes d'office autorisées en biostimulant SNUB, substance naturelle à usage biostimulant, parce que ce ne sont que des plantes. Et si les gens veulent déposer de nouvelles substances qui seront incluses à l'annexe 1 de ce décret, il faut déposer des dossiers à l'ANSES. Pour l'instant, nous n'avons pas de dossier modèle pour la demande d'inclusion. Par contre, ont été publiées les fiches pour les utilisateurs et les vendeurs qui vont devenir obligatoires pour avoir des traces de ce que les gens font. Elles ne peuvent pas effectivement être commercialisées comme produits phytosanitaires ni avoir des revendications de protection des plantes. Ce serait un délit. Et seules les allégations de caractère naturel et usage biostimulant peuvent être affichées sur les fiches. Je repasse la parole à Marie-Emmanuelle. Alors, sur cette partie, donc, qui est quand même assez complexe et qui est typiquement française sur ces produits, sur les préparations naturelles peu préoccupantes, c'est une spécificité française. Donc, une partie peut
est soumise à la réglementation européenne. C'est la partie qui concerne les substances de base, comme l'a dit Patrice, sur le côté biotique. Ces substances, donc, sont soumises à approbation par l'Europe. Donc, un dossier est déposé. Ensuite, il s'agit, au terme de la réglementation européenne, de produits de protection des plantes avec des usages spécifiques. Ces usages sont spécifiés dans leur dossier et donc peuvent être revendiqués par rapport à ces usages uniquement. En France, donc c'est cette particularité des PNPP, nous avons dans cette même catégorie PNPP, préparation naturelle peu préoccupante, la partie également abiotique, c'est là où ça se complexifie. Comprendre abiotique, nous sommes toujours en termes de substances. Donc, ce sont des substances issues de la pharmacopée, cette fameuse liste de la pharmacopée de 2008. Elle rentre en compte de la réglementation matières fertilisantes et supports de culture, puisque c'est au niveau français. Donc, elles sont nommées sous forme de substances naturelles à usage biostimulant, les fameuses SNUB. Voilà, c'est typiquement français. Par exemple, effectivement, vous avez des extraits d'algues, l'ortie, le giroflier, la laminaire, donc des algues encore. La différence par rapport à un produit, typiquement, c'est qu'elles doivent être non formulées, comme cela a été spécifié. Voilà. Donc, il y a quand même une grosse différence entre un produit avec AMM et ces fameuses substances qui font les préparations naturelles peu préoccupantes et dont on ne peut pas faire tout ce qu'on se veut, notamment ne pas revendiquer quoi que ce soit sur l'étiquette lorsqu'il s'agit de SNUB. Patrice, je te laisse poursuivre. Donc, on voit là résumer toute la partie franco-française, sachant donc la partie SNUB côté gauche contre les stress abiotiques et la partie substance de base côté droit contre les stress biotiques. Vous voyez bien que la substance de base n'a quasiment aucune existence en France, à part ce qui est fait sur le site de l'ITAB, substance, pour traduire les usages et apporter un certain nombre de bibliographies au niveau français et en français, mais tout se passe au niveau européen. Donc, je le rappelle, pas d'autorisation de mise sur le marché, pas de revendication phytopharmaceutique. Au mieux, on peut trouver le tableau d'usage tel qu'il est décrit dans le review report sur la base pesticides, mais sans plus. Et à la limite, les fiches de l'ITAB font foi. Et donc, la partie abiotique, toujours sans AMM, correspondant principalement et uniquement pour l'instant à la pharmacopée. Je spécifie que la liste entière est autorisée en agriculture bio par l'INAO depuis 3 ans maintenant, et donc correspondant effectivement à la réglementation fertilise. Alors, on trouve des situations réglementaires assez complexes, puisque vous avez des substances qui ne sont présentes que dans une seule case, mais qui ont été soumises dans les deux. Donc, vous avez par exemple le cas de l'achillée millefeuille, la serviette des montagnes et la bardane, qui sont dans la liste des substances naturelles et usages biostimulants, mais qui ont été des substances de base candidates non approuvées. Vous avez des substances qui sont dans les deux cases, donc SNUB dans la liste des SNUB et substances actives phyto PPP, telles que l'ail, la laminaire, le clou de girofle, le fenugrec et l'orange amère. Donc ça pose quand même quelques soucis de distorsion. Et vous avez des substances telles que l'extrait d'ortie que j'ai cité, qui sont à la fois substances naturelles et substances de base approuvées. Donc qui ont des effets biostimulants plus ou moins prouvés et des effets de protection des plantes, des utilités en protection des plantes. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un recoupement parfois et des distorsions, en tout cas pour celles qui ont été postulantes et qui n'ont pas été approuvées en substance de base, voire en substance active. Globalement,
nous avons décidé de mettre tous ces liens correspondant à la partie Bordeaux, protection des plantes, avec le lien pour la liste des produits de biocontrôle sur la page du ministère. Tout ce qui est en rapport avec les substances de base au niveau français, je vous l'ai dit, se réfère au site substances, où nous listons les substances, les fiches substances, les approbations et les fiches par filière. Il y a maintenant 9 ou 10 filières spécifiques. Donc vous avez des listes d'usages spécifiques pour certaines filières. Je pense à la filière GEVI, les traitements de semences, les serres, les DROM maintenant, département région d'outre-mer. Et puis pour ce qui est des biostimulants, vous avez l'avis des décisions de l'ANSES pour les produits biostimulants avec AMM. Et nous avons une page spécifique pour les SNUB sur la page PNPP que nous allons sans doute développer à terme pour avoir plus d'informations par rapport à la partie agriculture biologique. Et je remets le dernier tableau où l'on voit la dichotomie entre le niveau européen qui ne concerne que les produits avec AMM, biostimulants, biocontrôle, et la surcouche préparation naturelle, peu occupant PNPP, franco-française, qui concerne les substances naturelles à usage biostimulant et les substances de base. Ce qu'il faut savoir, c'est que la partie substances de base étant totalement en lien avec la partie européenne, elle perdurera dans le temps, alors que la partie substances naturelles à usage biostimulant pourrait à terme être rattrapée en 2022 par la réglementation européenne qui va se mettre en place. Et je vous remercie de votre attention. Merci Patrice pour cette présentation, je crois, très claire. Maintenant, on va passer aux questions et je vais laisser la parole à mon collègue Quentin pour cette partie questions-réponses avec toi, bien évidemment, pour les réponses. Alors, effectivement, Patrice, ce fut une présentation très claire et intéressante. J'espère en tout cas que ça a répondu à pas mal de questions au niveau des personnes qui assistent à ce webinaire. Alors, on m'a remonté quelques questions. Il est encore temps d'ailleurs d'en poser encore. Si vous avez tous des questions à poser, on va essayer de les aborder ensemble. Deux typologies de questions, des questions très réglementaires sur la manière de mettre en marché ce type de produit et des questions plus spécifiques à certaines typologies de matières ou de produits. Et donc, on va commencer. Sur la première question, ce serait déjà de savoir comment concrètement on peut mettre sur le marché des préparations naturelles peu préoccupantes, que ce soit à base de substances naturelles à usage biostimulant ou de substances de base, au niveau de l'étiquetage, des revendications que l'on peut faire ou non, ainsi que des circuits de distribution. Alors, je vais commencer par les SNUB, car c'est ce qui est le plus simple pour l'instant. Il n'existe que les SNUB de la liste initiale de 2008. On a mis 200, mais environ, il y a, je crois, 141 plantes. Donc, celle-ci, à part l'étiquetage SNUB, usage biostimulant, on ne peut pas vraiment faire d'autres revendications. A priori, elles sont pour une accessibilité dite à la ferme, mais effectivement, vu les volumes que ça englobe, elles peuvent être vendues, mais sans allégation, à part SNUB. À terme, effectivement, on aura un étiquetage, en tout cas une fiche, si la DGL retient ce qui est noté dans la VFSA, une fiche pour celui qui va être le producteur et le vendeur spécifique, et une fiche pour celui qui va utiliser chez lui ces SNUB en tant que fertilisant afin de garder des traces. Pour ce qui est des substances de base, et donc à terme sur les SNUB, il y aura aussi un dossier modèle, enfin il y aura des candidatures possibles pour rentrer dans cette annexe 1, mais ça on ne sait pas vraiment comment ça va se passer. Pour les substances de base,
eh bien, le circuit d'homologation est classique. Vous remplissez votre dossier, donc vous le soumettez directement au niveau de la Commission européenne. Après, vous pouvez échanger avec l'ANSES pour avoir des compléments, par exemple. L'étiquetage est clair, approuvé en tant que substance de base, voire comment dire, le tableau d'usage ou les fiches substances fabriquées par l'ITAB, pour lequel nous avons eu comment dire, un financement jusqu'en 2020. Les revendications sur les substances de base, c'est toujours la même chose, aucune revendication de protection des plantes. Et les circuits de distribution, pour l'instant, c'est autorisé à la vente sous cette forme-là, un étiquetage minimum, a priori sans nom commercial, pour ne pas tomber dans la catégorie produit. Mais ça, c'est plus du vécu que écrit quelque part. On attend aussi une révision globale et totale du guide de lecture européen sur les substances de base qui pourrait préciser toutes ces choses-là de façon officielle et être votée et notifiée aux États membres. Super. Voilà. C'est un peu compliqué, c'est-à-dire que l'utilisateur a le droit de l'acheter, mais le vendeur ne peut faire aucune revendication phytosanitaire. C'est vrai que c'est pas très simple. Une autre question, peut-on mélanger une substance naturelle à usage biostimulant avec des substances de base? Est-ce qu'on peut faire des mélanges? Et peut-on mélanger également une PNPP, peu importe lequel, avec des engrais qui soient normés ou des engrais CE? Alors, sur la partie abiotique, je pense qu'on peut mélanger des PNPP SNUB avec des fertilisants. On peut mélanger, je l'ai dit dans la présentation, des substances de base entre elles. On peut aussi les mélanger avec des PPP, chimiques ou de biocontrôle, sous réserve que ce soit compatible. Donc là, il faut tester la compatibilité. On a sur nos fiches des recommandations sur l'incompatibilité. Alors ça, c'est vraiment, je dirais, l'étape ultime quand on rentre dans les itinéraires techniques et on commence à avoir des retours sur ce qui ne fonctionne pas ou ce qui fonctionne en fonction des quantités. Donc on va infléchir un peu les informations sur les fiches. On affiche d'ailleurs chaque fois qu'on met à jour des fiches. Par contre, la réponse, je ne l'ai pas sur le mélange PNPP, SNUB et plus substance de base. Pour l'instant, il n'y a pas de réponse officielle, en tout cas de l'autorité française. Par contre, de facto, si on prend le cas de l'ortie, elle est SNUB et elle est substance de base. Donc, je ne vois pas comment on pourrait l'interdire. Et si on l'interdisait, ça voudrait dire qu'il va falloir séparer ces deux substances totalement identiques. Voilà. Donc, c'est un peu bon. Réponse de Normand, mais je ne vois pas comment on pourrait interdire ces mélanges-là de PNPP, sauf à dire qu'effectivement, en 2022, la considération actuelle, l'autorisation, je ne parle pas de tolérance, mais l'autorisation de ces SNUB pourrait être remis comment dire, en question par la mise en place et l'entrée de la réglementation biostimulante européenne, ou faire l'objet d'une liste à part et sortir, je dirais, du cadre, ou une autorisation complète au niveau européen, mais sortir du cadre franco-français. En tout cas, elle sortira sans doute, cette liste-là, du cadre franco-français, quitte à ce qu'on la voit adoptée par tous les États membres. Il faudra que ce soit globalement géré et notifié à tous les États membres. Merci Patrice. Parce qu'il y a aussi d'autres réglementations type PNPP dans d'autres pays de l'Europe. Je pense à la Belgique, je pense à l'Espagne, l'Italie en particulier, l'Allemagne. Donc, ça serait bien qu'il y ait une harmonisation de ces PNPP, entre guillemets, au niveau européen et qu'il y ait une liste commune pour que ça dégage un peu les flous artistiques. Pardon.
Très bien, pas de souci. Alors, autant pour les substances de base, c'est quand même assez encadré. Il y a un regard au niveau européen sur l'efficacité, sur les usages autorisés, mais au niveau substances naturelles à usage biostimulant, en fait, rien ne garantit l'efficacité de ce type de produit. Alors, pour ce qui est de la liste SNUB en tant que biostimulant, elle a été validée sur le principe de l'innocuité, on l'a vu, pour l'humain, pour les animaux et pour l'environnement, mais sans garantie d'efficacité. Et je pense que sur les 141 plantes, il n'y a pas les 141 qui sont connus ou testés même pour une quelconque efficacité. Je pense que l'ortie est assez connue. Il y a quelques-unes qui sont assez connues, comme la millefeuille, mais le reste, je ne suis pas sûr qu'il y ait quelqu'un qui ait déjà testé tout cela. Pour ce qui concerne les substances de base, je dirais qu'on part d'un règlement qui nous dit utilité pour la protection des plantes et on s'achemine lentement après avoir épuisé un certain nombre de substances assez ancestrales, en tout cas traditionnelles, voilà, vers des choses un peu plus efficaces. Si on prend le cas, par exemple, du bicarbonate de sodium, il a été récemment autorisé, approuvé en substance active à faible risque. Donc là, il y a carrément une équivalence avec des futurs produits phytosanitaires, sans qu'effectivement la substance de base puisse être formulée. Donc ça fait partie aussi de l'évolution du cahier des charges des substances de base, c'est que toute substance de base formulée doit repasser à la moulinette, entre guillemets, de l'autorisation, de l'homologation et de l'approbation européenne en substance active, avec un dossier complet, tel que n'importe quel produit de biocontrôle, puisqu'elle sera de facto, à mon avis, produit de biocontrôle. Et là, effectivement, on entre dans le domaine classique phytosanitaire avec les volumes de dossiers et les volumes financiers correspondants. Super. Donc je vois que le temps passe. Je remercie déjà tous les participants pour les questions qui arrivent. Malheureusement, on ne pourra pas répondre à toutes les questions. Je vais encore en poser 2-3 et pour le reste, on y répondra ultérieurement par mail ou par appel téléphonique. Des questions spécifiques au niveau produit maintenant. Est-ce que le vinaigre en utilisation de désherbage est réellement autorisé? J'en pose d'autres. Pourquoi est-ce que le talc n'est pas considéré comme utilisable en agriculture biologique alors que normalement c'est une roche qui est extraite mécaniquement? Donc voilà, la question est là. Et la dernière, les thés de compost, est-ce qu'ils sont encadrés par cette réglementation sur substances naturelles à usage biostimulant et est-ce qu'on peut les mettre en marché? Alors, pour ce qui est du vinaigre, il y a eu un règlement d'exécution autorisant le vinaigre en désherbage, en herbicide, mais pour l'instant, il n'y a qu'un seul usage sur les PAM, plantes aromatiques médicinales. Donc, il n'y a qu'une seule ligne d'usage. Donc, oui, il est autorisé en désherbage, non pour ce qui est des usages herbicides en voirie, etc., en gévie en particulier. Donc, il est de facto interdit. Pour le talc, il est autorisé en agriculture bio pour ce qui est de la protection des coups de soleil et de l'échauffement. Par contre, par le fait qu'il soit un minéral, alors ça, je ne saurais pas dire pourquoi les minéraux ont fait peur aux responsables de l'agriculture biologique, mais tous les minéraux ont dû faire l'objet d'une demande d'inclusion spécifique. Et je dirais qu'à terme, toutes les substances de base minérales seront sans doute en agriculture biologique. Ça a été le cas du chlorure de sodium, par exemple. Voilà. Et donc, je peux dire en off qu'a priori, à la fin de cette année, le talc sera officiellement autorisé en agriculture biologique. Alors, pourquoi les minéraux n'ont pas eu ce transfert direct, puisque le talc avait en plus la qualification alimentaire, le talc E153B, c'est parce que les responsables bio se sont fait peur sur possiblement des minéraux par rapport à la réglementation fertilisant UAB qui interdit les minéraux
Donc voilà, il suffit de repasser, de faire après l'approbation, de faire un dépôt de demande d'inclusion dans l'annexe phytopharmaceutique bio. Je ne dis plus annexe 2 parce qu'elle va changer sous peu. Repasser à la moulinette de plusieurs États membres, arriver à la DG Agri et traité par le groupe technique CTOP. Et nous allons traiter sans doute une ou deux, les deux dernières substances de base non bio en fin d'année. Mais c'est assez drôle parce qu'au final, les poudres de roche, elles, sont autorisées en bio en usage fertilisant, alors que la substance de base du talc en lui-même n'est pas utilisable en bio pour le côté phyto. PPP, oui, phyto. Ça, c'est fou. Pour le côté historique, en fait, c'est que le dossier n'était pas à Bruxelles en octobre 2018. Le circuit est assez long, puisqu'il doit être validé au niveau de un, voire plusieurs États, avant que la commission, donc côté DG Agri, ne soumette les substances au groupe technique ECTOP. Et en octobre 2018, le dossier du talc et du charbon gileux n'était pas à Bruxelles. Voilà. Donc, ce qui fait que, comme on n'a pas eu de mandat spécifique PPP depuis, ils n'ont pas été traités. Sinon, je pense que leur cas a été résolu et ce sera sans doute le cas en fin d'année 2020. Voilà. Mais cela n'empêche que le talc est autorisé en bio pour les protections et, comme vous le rappelez, en fertilisation aussi. Donc la question des tiers de compost, est-ce que ça peut rentrer dans ce cadre des substances naturelles à usage biostimulant? Je ne saurais répondre, sans doute. En tout cas, faudrait-il les produire en tant que tels, soit individuellement, soit de façon générique, sous la forme d'une demande d'inclusion dans l'annexe 1, dès qu'on aura connaissance des dossiers. Alors après, voilà, si c'était de compost de façon générique, on aura peut-être du mal à passer il faut que je codine de l'ANSES, je ne sais pas. En tout cas, pour l'instant, on n'a pas le dossier modèle, donc on ne sait pas vraiment ce qu'il faut produire comme données pour pouvoir au moins postuler. Mais en tout cas, ce seraient mes recommandations de ce côté-là. Super, allez, on a le temps pour une dernière question. Assez rapidement, on voit de plus en plus de produits qui se disent biostimulants nutritionnels à base de cuivre et ou de soufre, plutôt très très concentré, et ça en utilisation en bio. Qu'en est-il de la réglementation de ces produits? Alors, l'utilisation du soufre n'est pas réglementée en termes de quantité. L'utilisation du cuivre est réglementée en termes de quantité. Donc, toute quantité de produits côté fertilisation avec AMM contenant du cuivre, toutes ces quantités-là s'ajoutent à la limite de 4 kg par an et par hectare. S'ajoutent, je dirais, à la partie phytopharmaceutique. Donc là, c'est très encadré au niveau de l'agriculture bio. Donc je dirais, il n'y a pas de matière à tricher comme certains peuvent l'imaginer ou le prétendre parfois. Après, effectivement, il peut y avoir un certain nombre de choses qui seront réglées à terme, puisque effectivement les produits phyto sont encadrés au niveau des zones non traitées et pour l'instant pas les produits de fertilisation. Très bien. Bon, il y a une dernière question peut-être Vas-y. Un peu polémique finalement. Est-ce qu'au final, les substances naturelles à usage biostimulant, peu importe qu'elles proviennent les PNPP plus globalement, en fait, est-ce que ça ne correspond pas à des pesticides ou des produits biostimulants déguisés qui ne veulent pas démontrer leur réelle efficacité en fait? Est-ce que ça ne crée pas finalement un moyen de contourner la loi? Quelle loi? Ce sont des substances de base, ne contournent pas la loi, ni même la loi européenne, puisqu'elles sont inscrites dans le règlement européen.
Si ce sont des SNUB, comme je l'ai indiqué, c'est possible que leur existence soit menacée, ou en tout cas encadrée par la réglementation biostimulante qui entrera en vigueur en juillet 2022. Donc, je ne dirais pas contourner, je dirais même à la limite que toute partie des États membres européens ont contourné, ont rempli le vide juridique de ces biostimulants pendant relativement longtemps, puisqu'on attendait la réglementation biostimulante pour 2015. Vous voyez, c'est juillet 2022. Et donc, elles ont créé ces diverses catégories qui se recoupent d'ailleurs parfois pas du tout, de biostimulants, de renforceurs de plantes, etc. Après, effectivement, vu qu'on n'a pas de limite sur certaines quantités, à part le cuivre, je dirais que ça ne contourne pas grand-chose, sauf qu'au bout d'un moment, les quantités pourraient même devenir phytotoxiques. Si on ajoute la partie apportée, etc. A priori, dans ce que j'ai lu de l'avis de l'ANSES, toutes les SNUB proposées, voire déjà dans la liste autorisée, qui ont des ramifications en phytopharmaceutique, en tout cas en substance active, pourraient être interdites. Je l'ai listé dans un des dépôts, ail, laminaire, huile d'orange, etc. En tout cas, si elles ne sont pas interdites, toutes les demandes de SNUB correspondant à des produits phyto existants seront non traitées, refusées. Merci Patrice. Alors, merci beaucoup. Je pense qu'il y avait plein de questions parce que c'est quand même un sujet qui intéresse beaucoup de gens et qui est assez flou, hein, initialement, j'espère. Donc, j'espère qu'on a répondu à beaucoup de vos questions. Merci pour cette contextualisation et ce décryptage, Patrice, quand même assez clair, avec des réponses très précises. Bio, pas bio, biostimulant, biocontrôle. Voilà, quand même la grande différence entre des produits qui sont régis par des AMM, des substances qui peuvent rentrer en PMPP. N'oubliez pas que c'est une spécificité française qui peut-être à terme va disparaître. Voilà, donc à garder en tête aussi. La réglementation avance. 2022, c'est presque demain. Donc, merci vraiment pour ton intervention. Moi, j'apprécie toujours. Donc, pourquoi on a contextualisé tout ce domaine biostimulation, biocontrôle, alors que Fraissinet ne commercialise que des biostimulants? C'est pour montrer effectivement ce lien, notamment franco-français, entre la limite si fine qu'il y a entre cette dichotomie biotique abiotique. Donc, clairement, Fraissinet ne travaille que sur une partie, mais connaît l'ensemble de la réglementation, l'idée étant justement de bien la connaître, de bien la maîtriser, pour, ne pas faire n'importe quoi, et vérifier l'efficacité de ces produits, qui est quand même crucial, puisque aujourd'hui, il n'y a pas de vérification d'efficacité qui sortent des plantes de la pharmacopée, sauf bibliographie ou autres connaissances. Voilà. Donc, pour conclure sur ce premier webinaire, cette première édition, je pense qu'on a fait quand même un bon panel. L'idée est maintenant d'approfondir cette thématique des biostimulants, mais sous un autre angle qui serait plutôt mode d'action, effet, peut-être même culture, vraiment des questions très précises, parce que la biostimulation, c'est très large, elle touche beaucoup de secteurs, hein, comme on a pu voir, la rhizosphère, la plante, l'environnement, la vie microbienne. Donc, ce qu'on vous propose, c'est des rendez-vous, donc plusieurs fois par an. Donc, 2021, je peux déjà vous dire que début 2021, nous vous proposerons un nouveau Waouh sous ce format. Et ce sera vraiment avec grand plaisir qu'on vous accueillera de nouveau. Donc, au plaisir de vous revoir et je vous souhaite à tous une belle fin d'année 2020, malgré ce contexte un petit peu compliqué. À très vite. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Au revoir.